11 avril 1961, Jérusalem. Les yeux du monde sont rivés sur le procès d'Adolf Eichmann, l'un des plus grands criminels nazis encore en vie. Adolf Eichmann a organisé toute la logistique de la solution finale. Quelques mois plus tôt, il a été capturé en Argentine et extradé par les services secrets israéliens dans des conditions rocambolesques. Le silence tombe dans le tribunal. Les caméras se braquent sur la petite porte. Le monstre Eichmann entre. Les yeux s'écarquillent. Les journalistes et les jurés s'attendaient à voir un grand homme patibulaire au regard vitreux. Ils voient entrer un homme frêle qui a l'apparence d'un simple employé de bureau, totalement banal. À mesure que les interrogatoires avancent, la surprise continue. Eichmann est calme et répond aux questions sans émotion, dans une indifférence et une apathie déconcertantes. Le monde entier avait projeté la vision d'un monstre nazi fanatisé, mais ils n'ont qu'un homme médiocre en face d'eux. Difficile d'imaginer comme ça qu'il est responsable de la mort de millions de juifs. Ce contraste crée un profond malaise. Sa défense consiste à dire qu'il a fait ce qu'on lui demandait de faire, qu'il a obéi aux ordres. La philosophe Hannah Arendt publie en 1963 Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal. Juive allemande ayant fui aux États-Unis, elle s'est rendue à Jérusalem pour suivre le procès Eichmann et en rédiger des comptes rendus teintés de réflexions philosophiques. Elle développe la thèse qu'Eichmann n'est ni un malade mental, ni un criminel né, mais un homme banal ayant perdu toute notion de bien et de mal et ne pouvant presque plus être considéré comme un être conscient. Hannah Arendt observe la simplicité et la quantité de clichés dans les réponses d'Eichmann et en déduit que cet homme est totalement dépourvu de libre arbitre et de capacité à se mettre à la place d'autrui. Il est devenu une machine de l'appareil nazi. Et des machines comme Eichmann de la bureaucratie nazie, il y en a certainement eu des dizaines de milliers. Les psychiatres qui avaient fait passer tout un tas de tests à Eichmann donnaient en partie raison à Hannah Arendt. Eichmann était un homme parfaitement banal, sans problème psychiatrique. La publication de ce livre fait bien sûr scandale, y compris chez les proches d'Hannah Arendt. En affirmant ses idées, c'est un peu comme si on déclarait Eichmann innocent de ses crimes abjects. Le Nouvel Observateur en France titre même « Arendt est-elle nazie ?» Si Hannah Arendt est une immense philosophe, certains historiens et historiennes considèrent qu'elle est complètement à côté de la plaque et qu'elle a été trop naïve. Selon eux, Eichmann était bel et bien un nazi complètement fanatisé et antisémite. Son attitude au procès d'un homme simplet qui n'a fait qu'obéir aux ordres sans en comprendre la teneur était au contraire une stratégie parfaitement calculée. Il essayait de sauver sa peau, tout simplement. Mais il y a un chercheur aux États-Unis qui ne rejette pas d'un bloc la thèse d'Hannah Arendt mais s'y intéresse en profondeur, Stanley Milgram. Stanley Milgram est un chercheur en psychologie sociale diplômé de Harvard. Il observe le ressenti du procès d'Eichmann avec la plus grande attention. Il faut dire que Milgram est aussi touché personnellement. Ses parents, d'origine juive, ont fui l'Europe avant l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale pour les États-Unis et ont pu échapper à l'Holocauste. Milgram a alors une idée. Dans la mesure où la thèse d'Arendt fait scandale et divise, pourquoi ne pas tester cette théorie avec une expérience empirique pour évaluer l'obéissance aveugle à l'autorité et voir jusqu'où les individus sont capables d'aller. Milgram réfléchit et commence à mettre au point son expérience. Il demande à son équipe de publier une petite annonce dans un journal local pour recruter plusieurs centaines de cobayes à qui l'on propose, en guise de couverture, de participer à une étude scientifique sur l'influence de la punition sur la mémorisation. Voici le principe de l'expérience. La personne piégée est assise dans une salle face à un tableau de commande. Ce tableau de commande permet d'envoyer des décharges électriques à une autre personne dans une autre salle close. On explique au piégé qu'il va devoir poser des questions évaluant la mémoire de l'autre personne dans l'autre pièce, et si la personne donne une mauvaise réponse, le piégé devra lui envoyer une décharge électrique. Au début, les décharges sont très faibles, un simple chatouillement. Mais à mesure qu'on avance, elles deviennent beaucoup plus douloureuses, jusqu'à risquer d'être carrément mortelles. La personne dans l'autre pièce, qui est censée recevoir les décharges, est complice du piège et ne reçoit évidemment aucune décharge électrique. Son rôle est de ne donner que des mauvaises réponses et de simuler des cris de douleur les plus crédibles possibles. Enfin, l'autorité est incarnée par un instructeur ou expérimentateur qui est présent dans la pièce avec la personne piégée. Cet instructeur est aussi complice de l'expérience. Il se tient debout et porte une blouse, symbole de la légitimité scientifique. Son rôle est de diriger l'expérience et de pousser le piégé à continuer, même si celui-ci commence à émettre des hésitations quant aux faux cris de douleur qui sont simulés dans l'autre pièce. Le piégé pense que c'est la mémoire de la personne dans l'autre pièce qui est évaluée. En réalité, c'est sa propre obéissance à l'autorité qui est évaluée.
Les résultats de l'expérience sont glaçants. Ils ont totalement surpris Stanley Milgram. 65% des piégés sont allés jusqu'à administrer les décharges électriques potentiellement mortelles. Milgram explique ces résultats par un état agentique de l'individu où celui-ci n'a plus l'impression d'être responsable de ses actes qu'il commet pourtant bien lui-même. Une décharge de responsabilité s'opère de la personne piégée vers l'instructeur. La personne piégée ne se sent pas vraiment responsable et coupable de ses actes, étant donné qu'elle ne fait qu'obéir aux ordres. Milgram montre que plus la proximité avec la figure d'autorité est élevée, plus l'obéissance sera totale. C'est le cas dans cette expérience où l'instructeur est physiquement à côté du piégé et très oppressant. Dès que le piégé émet des hésitations, l'instructeur lui assène des phrases autoritaires préparées à l'avance. Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Les piégés obéissent alors et continuent. L'instructeur porte aussi une blouse qui lui apporte la légitimité d'un scientifique et pousse les piégés à lui faire aveuglement confiance. Et voici le résultat sans doute le plus intéressant, car Milgram a testé plusieurs variantes de son expérience. Dans une des variantes, il n'y a pas d'instructeur, uniquement le piégé en face du complice qui reçoit les prétendues décharges. Dans ce cas-là, seulement 20% des piégés sont allés jusqu'à la décharge maximale, contre 65% pour la variante classique. Avec ce résultat, Milgram écarte la thèse d'une pulsion sadique présente naturellement chez les individus. Dans une autre variante, à la place d'un instructeur, c'est une personne ordinaire qui prend sa place et demande aux piégés d'asséner les décharges. Dans ce cas-là également, seulement 20% des piégés sont allés jusqu'à la décharge maximale. De l'autre côté, plus la victime est éloignée du bourreau, plus le bourreau, donc la personne piégée, est susceptible de lui infliger des souffrances atroces. C'est le cas ici où la fausse victime se trouve dans une autre pièce sans contact avec le piégé. Si la victime avait été juste en face du piégé, sans doute très peu seraient allés jusqu'à la décharge maximale. Les résultats que je viens de vous présenter sont les résultats mis en avant par Stanley Milgram auprès du public, très fier de son expérience. Mais c'est plus compliqué que ça. Il y a eu de nombreuses critiques envers cette expérience de Milgram. Une autre chercheuse en psychologie sociale, Gina Perry, est vent debout contre cette expérience et a résumé les critiques en épluchant pendant plusieurs années les archives de l'expérience. La critique la plus importante est que le chiffre de 65% avancé dans la culture populaire ne représente que l'une des variantes de l'expérience, la variante classique, alors que les autres variantes ont un taux d'obéissance beaucoup plus bas. Ensuite, Gina Perry reproche à Stanley Milgram de manquer de rigueur scientifique et d'être un showman plus qu'autre chose. Milgram était en effet un grand fan des premières émissions de télé-réalité dans les années 60, et selon les élèves de Milgram, celui-ci avait un sens du spectaculaire et du dramatique très développé. Il aurait ajusté les paramètres de son expérience pour que les résultats soient les plus retentissants possibles. Ensuite, de nombreux piégés, quand ils ont découvert la supercherie, ont été traumatisés, surtout quand ils étaient allés jusqu'à la décharge maximale. On les a alors accusés d'avoir pu être dans une autre vie des nazis gardiens de camps de concentration, ce qui a été dévastateur psychologiquement. Certains ont adressé des plaintes à l'université de Yale. 10 ans plus tard, l'American Psychological Association a modifié son règlement pour interdire strictement la souffrance physique ou psychologique durant une expérience et garantir le droit du sujet de se retirer à tout moment. Il y a aussi la question de la constitution du groupe de traitement. Pour qu'une expérience soit valide, il faut que ce groupe soit représentatif de la diversité de la population. Or, Stanley Milgram a recruté ses piégés dans un périmètre restreint. Ces individus présentaient donc certainement des caractéristiques communes en termes d'origine sociale et économique par exemple, qui ont pu influencer les résultats de l'expérience. On ne peut donc pas conclure que le résultat soit généralisable à la population mondiale. En plongeant dans les archives de Milgram, Gina Perry découvre aussi qu'il y aurait eu de nombreux sujets qui auraient percé à jour la supercherie durant l'expérience, ne croyant pas aux faux cris de douleur, mais jouant néanmoins le jeu jusqu'au bout.